Tu peux te nicher sans vraiment te nicher. Et je pense que c'est la phrase que j'aurais adoré entendre quand je me suis lancée en freelance. Parce que ça m'aurait évité de tourner des mois et des mois autour du même dilemme. Soit je me spécialise et j'ai peur de m'enfermer dans un truc qui va me lasser, soit je reste généraliste mais je vais galérer à me différencier. Et c'est un dilemme dans lequel se trouve énormément de freelance aujourd'hui. Ce qui fait qu'ils vont prendre le pire des deux mondes. Mais du coup, ils stagnent à 1, 2, 3 000 euros mensuels parce que leur positionnement est flou. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi te nicher est obligatoire si tu veux trouver tes premiers clients et développer ton activité de freelance. On va voir ensemble les risques quand c'est mal fait parce que effectivement mal te nicher peut flinguer ton activité et surtout je vais te présenter le concept de la niche fluide, concept qui te permet d'avoir le meilleur des deux mondes, la spécialisation qui fait monter ton CA et la flexibilité pour ne jamais te sentir enfermé. Si tu ne me connais pas, moi c'est Oran, avec mon associé Romain on a cofondé l'accompagnement ProduScale qui est un accompagnement pour freelance qui veulent structurer et développer leur activité d'indépendant. On a accompagné à date plus de 300 freelances, donc évidemment que le concept de la niche et de la structuration c'est quelque chose qu'on a poncé. On le traite en premier dans l'accompagnement parce que c'est ce qui va débloquer toutes les actions d'acquisition et commerciale à faire derrière, mais aussi parce que quand c'est bien fait, c'est ce qui peut débloquer littéralement plus de chiffre d'affaires. Donc, je vais te partager les principes qu'on applique avec nos clients pour qu'ils se nichent sans se sentir piégés. Je vais commencer par te donner des exemples si évidents que tu te diras qu'il n'y a pas de débat à avoir. Imaginons deux freelances avec les mêmes compétences, le même talent, la même motivation. Il y en a un premier qui se présente comme étant graphiste, qui fait du print, du web, des logos, des brochures, des sites, enfin bref, toute la communication des entreprises. Et le second qui dit qu'il façonne les identités des métiers de l'art de vivre, ou qu'il est graphiste spécialisé dans l'identité de marque des métiers de l'art de vivre. Lequel, selon vous, a le plus de chances d'être recommandé à un restaurateur par un autre restaurateur? Lequel peut facturer plus cher sans que le client fronce les sourcils? Maintenant, un autre exemple. Imaginons deux restaurants. Il y en a un premier qui s'appelle, mettons, La Place. Il propose des sushis, du riz cantonné, des côtes de porc, des pizzas, des burgers, enfin bref, il présente de tout. C'est un petit peu le type de resto devant lequel on se fait alpaguer pour savoir si on veut manger chez eux. Et le second, qui s'appelle la pizza de la mama ou la mama, il ne propose que deux types de plats, des pizzas et des pâtes. Où est-ce que tu vas emmener ta famille et qui va te permettre de t'assurer que ce qui va être donné comme plat va être fait maison, va être goûteux et vous allez vous régaler. Encore un exemple encore plus concret. Imagine, tu as 2 médecins. Tu en as un premier qui est généraliste et le second qui est dermatologue. Tu as des problèmes de peau, tu vas voir qui? Et je peux te faire cet exemple avec n'importe quel domaine d'activité, des avocats, des psychologues, des artisans, des profs. Alors pourquoi est-ce que ça ne s'appliquerait pas aux métiers digitaux et à ton activité de freelance? Il y a pas de raison donc. Maintenant la question c'est pourquoi ça marche? Il y a 3 raisons à ça, 3 raisons cognitives. La première c'est la clarté mentale. Le cerveau humain adore les catégories simples et quand ton positionnement est précis, les gens savent immédiatement à qui te recommander. La deuxième, c'est le biais d'expertise qui est un des biais cognitifs les plus documentés à l'heure actuelle. On a tendance à percevoir les spécialistes comme plus compétents que les généralistes. Et troisièmement, l'autorité. Plus ton message est focalisé, plus vite tu deviens la référence dans ton domaine. Et selon une étude de la Harvard Business Review de 2018, les freelances qui se positionnent comme spécialistes facturent 20 à 50% plus cher que les généralistes à compétences équivalentes. Pourquoi? Parce que dans l'esprit du client, spécialiste égale meilleur résultat et moins de risques. C'est factuel. Tu ne peux pas contredire ça. Maintenant, la question que tu vas me poser, et je le sais parce que c'est la question que je me suis posée quand je me suis lancée, c'est OK, si je me spécialise et que je me niche, j'aurai de meilleurs résultats. Mais je sais que je vais me lasser trop vite et que dans 6 mois, j'en pourrai plus de cette niche. Alors, comment je fais? Est-ce que c'est viable ou pas? En soi, tu as raison, parce que c'est le principe du concept pardon, de la niche fluide que je vais présenter tout à l'heure. Mais d'abord, je termine juste sur les avantages à se nicher et les pièges qu'il faut éviter pour qu'on comprenne fondamentalement pourquoi c'est intéressant et toute la complexité qui vient avec le fait de se nicher. Premier avantage, tu deviens mémorable. En 2020, Nielsen a montré que les messages clairs augmentent la mémorisation de 31%. Quand tu es RH freelance, tu es juste une étiquette généraliste, et RH. Mais quand tu es RH pour les scale-up en hypercroissance, tu as une image précise. Et cette image précise, ça reste, on te reconnaît et quand on reconnaît, on te recommande. Deuxièmement, ton marketing devient simple. Et en fait, tout simplement parce que tu sais à qui tu t'adresses. Donc quand tu sais à qui tu t'adresses, tu sais quels sont les problèmes que tu vas résoudre. Exactement. Quelle est la situation initiale de ta cible. Exactement. Quelles sont leurs problématiques. Quelles sont leurs idées préconçues. Quel est leur vocabulaire. Tu as forcément des exemples de témoignages de personnes qui étaient exactement dans leur situation initiale, qui résonnent avec leur réalité. Donc résultat, bah, forcément, tu signes plus parce que tu crées plus de confiance. Derrière aussi, tu délivres mieux parce que tu peux plus templétiser, parce que tu sais exactement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans cette niche précise. Donc, tu satisfais mieux. Si tu satisfais mieux, eh bien, toi, tu as encore plus de résultats positifs à montrer auprès de ton audience et à tes prospects. Et donc, tu as plus de recommandations, tu grandis plus vite, tu vas plus loin, etc., etc. C'est littéralement un effet boule de neige. Troisième raison, et je pense que ça va t'intéresser, tu peux augmenter tes prix. En fait, il n'y a pas forcément besoin d'épiloguer là-dessus. Plus tu es spécialisé, plus tu deviens compétent dans ce que tu fais. Donc, plus tu deviens rare, donc moins il y a de similaires retiennent, donc il y a plus de demandes pour ce que tu fais précisément
toi et donc au final, ta valeur sur le marché augmente. Donc naturellement, bah, tu vas augmenter tes prix parce qu'en fait, tu arrives à un plafond où tu ne veux pas prendre de nouveaux clients. Pourtant, tu as beaucoup de demandes, donc tu augmentes tes prix. Comme ça, bah, tout se capte par rapport à toi et c'est génial. Enfin, qui ne peut pas dire que c'est intéressant? Quatrième avantage, le bouche à oreille devient ciblé par essence. C'est logique. Un restaurateur qui a aimé ton travail, bah, il connaît d'autres restaurateurs. Un consultant SEO pour e-commerce bio, bah, il connaît d'autres e-commerçants bio. Ton réseau, il se développe dans des cercles qui sont homogènes et ça, c'est de l'or. Et même si le bouche à oreille n'est pas un canal d'acquisition, parce que ça ne repose pas sur toi, ça repose sur de l'humain, tu peux pas le gérer, quoi. C'est un énorme asset, c'est un unfair advantage de fou malade sur lequel tu dois absolument focus si tu as la possibilité de le faire. Et le fait de te nicher et de bien taffer, évidemment, d'être expert, ça t'aide énormément. Et le dernier avantage, qui est selon moi l'avantage le plus intéressant en fait, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est que tu délivres 10 fois plus facilement pour 10 fois plus de satisfaction client. Parce que quand tu sais précisément ce que tu offres, pour qui tu l'offres, de quelle manière tu le délivres, tu as un process que tu peux améliorer à chaque nouveau client, tu peux templétiser énormément de choses pour aller plus vite. Et en fait, petit à petit, ça devient 10 fois plus facile à délivrer pour toi, tout en gardant le même taux de satisfaction client, voire plus, parce que tu ponces le marché, tu ponces le sujet, donc naturellement, tu t'améliores, tu as des hacks à partager constamment. Et en même temps, bah, tes clients sont toujours plus satisfaits, donc ils parlent d'autant plus de toi et en fait, ça permet de rebondir sur tous les avantages que j'ai cités précédemment. Alors, par contre, attention, là, tous les avantages que je t'ai cités, c'est des avantages qui sont géniaux. Il doit te dire: «OK, mais pas de souci, bah, je vais me nicher. Moi, je veux augmenter mes prix, je veux délivrer plus, je veux toujours plus». Mais gros disclaimer, c'est que se nicher, c'est quand même pas une baguette magique qui résout tous les problèmes. Je pense que tu t'en doutes. Comme dans tout, ça se fait pas n'importe comment. Il faut vraiment stratégiser ta prise de position sur une niche particulière en te basant sur les données de marché, sur le benchmark concurrentiel, sur ta compétence, sur ton domaine d'expertise, sur la fluidité du marché, sur énormément de choses, en fait. Parce que si tu le fais pas correctement, tu vas juste perdre du temps et juste perdre de l'argent et juste perdre de l'énergie et juste perdre de la crédibilité aussi parce que tu vas changer constamment. Donc c'est quelque chose qui doit bien se construire. Évidemment, quand je le présente comme ça, tu te dis: «Bah, vas-y, demain je me niche, sur, je sais pas, les tables». Ça se pense correctement, je préfère le préciser. Donc pour donner des exemples très concrets des erreurs et des inconvénients au fait de se nicher, parce qu'il y en a forcément. Premier er par exemple, c'est si le marché est trop petit. Exemple, ta niche, c'est: «Je suis photographe spécialisée en mariage sous-marin à Tahiti». Félicitations! Évidemment que tu es unique. Mauvaise nouvelle, tu vas très certainement avoir, je sais pas, 3 clients par an. Alors peut-être que tu pourras avoir des prix intéressants, mais en fait, pour augmenter des prix, il te faut de la preuve sociale. Pour avoir de la preuve sociale, il te faut et cetera et cetera. Donc à part si la prestation, elle te coûte 100 K, bah, en fait, tu vas tout simplement pas avoir à manger, quoi. Ça se réfléchit, encore une fois. Pour que ce soit plus concret, je te prends l'exemple d'une de nos anciennes clientes avec laquelle on a eu énormément de résultats. Elle s'appelle Clara et en fait, avant de travailler avec nous, sa niche, elle était très claire. CMO pour les entreprises engagées qui font enfin, déjà un certain CA, pardon. Donc, pas les toutes petites entreprises. Et en fait, en tant que CMO, elle peut pas se permettre d'avoir plus de 3 à 4 clients maximum en même temps. Sauf que ses offres, bah, font qu'elle va signer 3 clients pour 1 an. Donc elle se fait largement 100 K de CA par an et c'est ce qu'on a mis en place avec elle pour qu'elle atteigne ce résultat. Donc tu vois que dans ce cas, c'est totalement pertinent d'avoir une niche qui est très petite. Alors, enfin très petite, tout est relatif parce que, les, marques qui sont engagées, ça il y a plein de différents, types d'engagement. Mais c'est un marché qui est relativement restreint, sauf qu'en fait, par rapport à son expertise, on l'a niché sur le fait de se présenter comme CMO part-time, sur le fait de construire des offres sur du long terme, sur du récurrent pour signer des missions pendant très longtemps et sur la nécessité d'avoir des missions avec un certain nombre, bah, d'étapes quoi, pour, faire en sorte qu'elle n'ait pas à devoir chercher de nouveaux clients tous les mois et à avoir 15 clients à gérer en même temps. Ça, t en fait, tout ce qui est dit partout et tout ce que je vais te présenter là, tout dépend de ton business model et tout dépend de ton marché. Évidemment, c'est une généralité, c'est la majorité des cas et des choses qu'on voit avec nos clients, mais il n'empêche, quand on est sur des métiers qui sont, plus, des métiers, type cadre, en tout cas plus des métiers de consultance ou juste des métiers de haut niveau, forcément, bah, tout est à revoir. Il n'empêche que là, bah, avoir un marché restreint est extrêmement intéressant par rapport à sa situation. Le deuxième piège, c'est la dépendance. Si ton marché s'effondre, tu t'effondres avec lui, littéralement. L'exemple typique, ça a été les freelances de l'événementiel, B2B pendant le Covid. Malheureusement, après ça, c'est quelque chose qui pouvait pas être contrôlé, mais en fait, bah, pendant le Covid, c'était impossible du coup de travailler et donc PLS pour tout ce pan de l'activité. Par contre, tu peux éviter ce problème avec la niche 8 dont je vais te parler juste en dessous et qui va, résoudre énormément de choses finalement. Et le troisième piège, qui est certainement celui dont tu as peur, c'est le sentiment d'enfermement. En fait, comme je le disais tout à l'heure, la niche, si elle est mal contrôlée et mal construite, elle peut littéralement devenir une prison. En tout cas, moi, c'est quelque chose dont j'ai très longtemps eu peur parce que je suis une personne qui me lasse très facilement et donc en fait, le fait de me dire que j'allais
faire que un certain type de prestation pour une certaine catégorie d'entreprises, ça me faisait littéralement peur. Et c'est pour ça qu'avec mon associé, on a créé cette méthodologie, ce concept de la niche fluide que je vais te présenter juste après. En fait, l'idée derrière ce terme de niche fluide, il est très simple. C'est que dans le business, il y a des domaines, par exemple l'e-commerce, l'entrepreneuriat, etc. Dans ces domaines, il y a des sous-domaines, donc la prestation de services, bah, dedans, tu as le copywriting, tu as le design, tu as énormément de choses, quoi. Dans ces sous-domaines, il y a des spécialités, le copywriting pour lancement de webinaire, le design pour SaaS, le closing pour boîte B2B, enfin bref. Et dans ces spécialités, il y a des niches. Donc, par exemple, le copywriting pour les formateurs en développement personnel à plus de 100 000 € par mois, ou le closing pour les boîtes tech en hypercroissance, le graphisme pour les restos gastro, etc., etc., etc. Donc, le principe même de la niche 8, c'est de se dire que tu peux naviguer entre ces sous-domaines, ces spécialités et les niches. Mais tu ne dois jamais changer de domaine parce que si tu veux faire les choses, idéalement, tu vas descendre petit à petit de catégorie et ensuite, pour être vraiment ultra niché, te créer un maximum de preuves sociales et ensuite, petit à petit, remonter dans ce domaine quand tu seras mieux, quand tu en auras marre et quand il y aura des opportunités qui te permettront de remonter également. Donc, étape 1, tu vas choisir un domaine. Ça va pas bouger. Disons, bah, du coup, la prestation de service. Tu sais que sur les 3 à 5 prochaines années, tu vas rester dans ce domaine d'activité parce que tu vas rester freelance, que tu vas apprendre les codes, parce que tu veux te développer, tu vas apprendre tous les process, toutes les stratégies, etc., etc. L'étape 2, c'est que tu vas donc choisir un sous-domaine. Par exemple, la création de landing page. Je te donne cet exemple parce que nous, c'est ce qu'on a fait, c'est comme ça qu'on s'est lancé. Tu te formes dans ce sous-domaine et tu vas trouver tes premiers clients. Là, c'est très important que tu testes, que tu te questionnes, que tu vois où est-ce que tu as le plus de résultats et que tu regardes ce que tes concurrents font dans d'autres pays. C'est vraiment le principe de l'étude de marché, de la récolte de data. Étape 3, tu te spécialises. Donc, par exemple, tu fais des landing pages pour les agences, tu fais des landing pages pour les SaaS. Et c'est pas au hasard, ça se fait au fur et à mesure des tests. Tu vois que tu as le plus de résultats à un endroit. Tu vois qu'il y a le plus de demandes à un endroit. Tu vois qu'il y a une niche qui est en train d'exploser sur le marché américain à un endroit. Tu vas dessus. Et l'étape 4, bah, c'est tu te niches. Par exemple, tu fais des landing pages pour les agences créatives qui font plus de 100K par an. Tu fais des landing pages pour les agences créatives qui travaillent avec tel type d'entreprise, je dis n'importe quoi. Tu fais des landing pages pour les SaaS, pour une typologie de SaaS, pour les micro SaaS, par exemple. Et ce positionnement-là, il sera réfléchi, appuyé sur des tests, sur des analyses pour qu'il soit assurément rentable. Et c'est pour ça qu'un des piliers de nous, l'accompagnement Produit Scale, c'est le pilier chiffres. Et sur la partie structuration, donc conception de cette niche fluide, le pilier chiffres va consister en de la récolte de data, en du benchmark concurrentiel, en du testing, en de l'analyse chiffrée de toutes les autres prestations qui ont été faites précédemment. Le but, c'est vraiment de se dire que c'est la data qui a raison. Si tu n'analyses pas la data correctement, ta niche, ce sera un énorme flop. Et en fait, ce qui est génial avec ce concept, c'est qu'une fois que tu es arrivé au niveau 4 et que tu maîtrises ton sujet, bah, tu peux explorer, tu peux t'amuser, tu peux te retrouver à lancer d'autres projets dans le même domaine parce que bah, une fois que tu as le playbook du succès, bah, tu peux le dupliquer. Tu peux explorer aussi de nouveaux domaines parce que tu as la sécurité en parallèle d'avoir quelque chose qui fonctionne bien. Tu peux aussi remonter dans les niveaux, faire évoluer tes services, par exemple te développer en mode agence ou devenir vraiment un collaborateur qui maîtrise tout un pan de l'activité. Et en fait, comme son nom l'indique, le principe de la niche fluide, c'est que tu vas pouvoir être constamment en mouvement. Tu as une niche, mais elle est fluide, elle évolue, elle peut bouger. Alors pas en l'espace de 2 mois non plus, mais en l'espace de 2 ans, par exemple, bah, tu pourras pas t'ennuyer. Tu pourras pas t'ennuyer parce qu'en fait, tu auras poncé un sujet, tu seras devenu expert et puis tu auras eu voilà des clients, donc tu aurais plein de postes sociaux, tu aurais plein d'argent et ensuite tu vas pouvoir avoir des opportunités via ces clients-là sur gérer aussi cette partie, pouvoir te dire: «OK, bah, je vais étendre mes services» ou alors: «Tiens, bah, j'ai cette opportunité de travailler avec telle petite agence». En fait, ça me dit bien parce que ça résonne un petit peu avec l'ancienne, niche que j'avais, donc j'ai quand même des templates et des process à dupliquer là-bas et cetera et cetera. Tu peux pas t'ennuyer et après si tu t'ennuies, bah, tu es sécurisé parce que tu as de l'argent qui est rentré, parce que tu as quelque chose qui fonctionne, que tu as testé, que tu as itéré, donc tu peux changer de domaine petit à petit, créer un autre business en parallèle, peu importe, remonter les niveaux. En fait, le principe de la niche fluide, c'est l'évolution de ta niche. Maintenant, la question, c'est comment bien se nicher? Et ce qu'on dit toujours à nos clients, c'est que bien se nicher, c'est le croisement entre ce que tu aimes faire et ce que le marché veut. C'est cette petite partie-là. Si tu as l'un sans l'autre, soit tu auras peu de résultats, soit tu n'en auras pas du tout. Et sinon, si tu as des résultats, ils ne seront pas durables. La première chose, c'est d'analyser tes forces et tes passions. Là, je vais essayer de synthétiser toutes les étapes qui vont te permettre de trouver une niche fluide intéressante. Donc, liste tout ce que tu sais faire, tout ce que tu aimes faire. Le but, là, c'est d'éviter de te nicher dans un domaine qui t'ennuie au bout de 6 mois. Et je parle pas de l'ikigai ici, hein. Parle vraiment de choses sur lesquelles tu as une expertise qui est approfondie et qui est vérifiée. Deuxièmement, qui est extrêmement important, qui paraît très simple dit comme ça, mais qui va prendre beaucoup de temps, surtout si tu n'as pas les bonnes méthodologies, c'est d'identifier les marchés qui sont solvables. Une niche sans client qui paye, bah, c'est pas une niche, hein. Cherche des budgets déjà alloués au type de service que tu vas proposer par les entreprises et surtout des signes de douleur forte chez les clients qui cherchent activement des solutions. Troisièmement, observe la concurrence. Donc fais ton benchmark bien correctement. S'il n'y a aucune concurrence, méfie-toi parce que c'est souvent le signe que le marché est inexistant. S'il y a des offres, s'il y a des gens qui sont positionnés dessus,
ça veut dire qu'il y a de la demande. Donc, s'il y en a pas, il faut vraiment se poser des questions. Surtout, observe ce que font tes concurrents dans les autres pays. Tu vas trouver des nouveaux patterns, des nouvelles stratégies, des nouveaux types de propositions de valeur, potentiellement des nouvelles niches aussi. Nous, on a tout un framework chez Produce qui va en plus faire que ce benchmark peut générer des opportunités potentielles, avec, quelque chose de bien précis qu'on a créé en interne. Mais c'est extrêmement important et c'est quelque chose que, là, je dois faire au moment de te nicher, mais il faut quand même que tu le fasses aussi régulièrement dans l'année pour te tenir à jour des évolutions. Quatrièmement, évidemment, parle à ta cible. Enfin, fais des interviews avec ta cible, observe leurs discussions sur LinkedIn, dans les groupes Facebook par exemple, va au contact de ta cible. Il y a plein de méthodologies pour rentrer en contact avec ta cible. Tu ne peux pas vendre quelque chose sans avoir appréhendé la personne qui est la qui va être la plus touchée par cette cible, par cette niche-là, pardon. C'est ta cible. Enfin, c'est impensable de construire quelque chose sans aller lui demander son avis. Évidemment, il y a des façons de le faire, mais c'est le plus important. Cinquièmement, bah, évidemment, il faut tester. La certitude, elle passe par l'itération. Donc teste, mouille-toi, échoue, recommence. C'est impossible de se dire que alors si tu te fais pas accompagner et que tu veux vraiment tester ça par toi-même, il vaut mieux que tu partes du principe que tu ne vas pas réussir à trouver ta niche du premier coup. Et je te parle pas forcément de tester en mode je vais tester de vendre ces prestations, je vais échouer, et cetera. Je te parle plutôt de tester, d'aller au contact du marché, d'aller rechercher la data, d'aller au contact de la cible, de tester, de voir plusieurs choses et ensuite, bah, de trouver le product market fit. Littéralement, c'est ça, quoi. Et sixièmement, affûte ton positionnement. Comme on l'a vu avec le concept de la niche fluide tout à l'heure, petit à petit, tu vas être amené à mieux comprendre le marché, ta cible, ses besoins, surtout ce que tu aimes faire et en fonction de ça, tu ajustes. Et quand je parle d'ajuster, c'est pas uniquement monter ou descendre dans le spectre de la niche fluide, c'est plutôt ajuster aussi ce que tu proposes par rapport à comment tu vas rentrer en contact avec ta cible, proposer des upsells potentiels, devenir un réel collaborateur, retravailler ton offre sur quelque chose de beaucoup plus récurrent. Enfin, bref, il faut vraiment que tu ajustes en continu. Pour finir, je vais te partager un cas concret, notamment de freelance qu'on a accompagné. Alors, tu pourras retrouver d'autres exemples directement sur mon LinkedIn ou sur le YouTube de la chaîne Produce Scale, mais je voudrais te parler du cas de Emma. En fait, Emma, avant Produce Scale, elle faisait de l'UGC. Parfois, elle faisait un petit peu de création vidéo, parfois elle faisait un petit peu de site, parfois elle faisait un petit peu de CM. Enfin, en gros, elle savait pas quoi proposer, à qui, comment, pourquoi. Et elle hésitait énormément à se nicher, mais elle avait naturellement peur de mal le faire. Et vu qu'elle s'était lancée depuis pas très très longtemps, elle générait à peu près 1 000 € de chiffre d'affaires mensuel, mais sur une type de prestation dans laquelle elle s'épanouissait absolument pas et sur laquelle elle n'avait pas assez de levier de différenciation pour pouvoir vraiment aller beaucoup plus loin. Donc, en fait, pendant l'accompagnement, on a travaillé ses offres, sa cible, son positionnement grâce à une étude de marché approfondie et une méthodologie de différenciation qui est que maintenant, sa cible, enfin, en tout cas sa niche fluide, c'est devenu les vidéos pour les entreprises du monde de la food. Et en fait, vidéo, c'est là, enfin là, je présente ça comme ça va beaucoup plus en profondeur et elle en parlera beaucoup mieux que moi. Mais l'idée, c'est de se dire qu'elle est devenue vraiment un partenaire vidéo pour les entreprises de la food. Donc, en fait, elle s'est nichée, on l'a nichée sur une niche sectorielle, donc sur les entreprises de la food, parce que, bah, en fait, on est allé chercher la création de preuves sociales dans ce domaine d'activité-là et surtout là où elle avait beaucoup de connaissances et de compétences pour vraiment se démarquer dans ce milieu et sur le monde de la vidéo parce que en fait, l'UGC est simple, bah, en soi, enfin, il y a trop de gens dessus. Alors que de la vidéo où elle faisait de l'UGC, de la création de contenu, et cetera, bah, c'était un énorme levier de différenciation qu'on a bien packagé correctement pour que ça porte ses fruits. Et 6 mois après, elle génère 5 000 € de chiffre d'affaires mensuel et là, elle va aller beaucoup plus loin. J'en suis absolument convaincue et le mieux, c'est qu'elle s'éclate et que là, elle est en train de faire évoluer son œuvre parce que justement, on ne l'a pas enfermée dans quelque chose. Elle a commence à vouloir évoluer et à vouloir élargir aussi son domaine d'intervention petit à petit. Donc après, évidemment, c'est bien facile de faire un avant-après pour te dire la niche, c'est ultra simple. Elle a forcément été déjà courageuse d'investir sur elle dans un premier temps, mais aussi et surtout d'avoir donné bah, tout ce qu'elle pouvait pendant l'accompagnement, bien travailler l'analyse de data, etc., etc., d'être passée à l'action. En fait, enfin, évidemment, tout est plus facile à dire qu'à faire. Il y a énormément de choses à prendre en considération dans la phase de structuration qui est extrêmement importante quand tu es freelance pour bien faire les choses correctement. Et en fait, une bonne niche, ça peut littéralement sauver ton business. Donc s'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est que tu sois déjà lancé ou que tu aies envie de te lancer en tant que freelance, se nicher, ce n'est pas t'enfermer. Surtout que alors je vous mets le lien en description d'une vidéo que j'ai fait sur, comment l'IA va tuer les mauvais freelances en description ou quelque part ici si elle s'affiche là. Parce que c'est un concept qu'on va notamment étudier pour, bah, voir aussi comment gérer sa niche avec l'intégration de l'intelligence artificielle dans notre domaine d'activité. Bon, bref, je vous laisse aller voir ça. L'idée, c'est de se dire que, tu vas enfin, en tout cas, si tu as kiffé cette vidéo eh bien, laisse-moi un petit pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner, à mettre la cloche parce que je sors des vidéos toutes les semaines sur le business du freelancing et puis n'hésite pas à aller voir mes anciennes vidéos s'il y a des sujets que tu veux aller poncer. À très vite. C'est nul. Bref, tout ça pour te dire qu'une bonne niche, elle peut littéralement sauver ton business. Si tu as kiffé cette vidéo, je t'invite à me laisser un pouce, à me laisser un petit commentaire. Et si tu souhaites, je crée des vidéos business pour business freelance du moins toutes les semaines. Donc n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. D'ici là, bonne fin de semaine.